Welcome to the Extra Mile podcast. Un podcast bilingue qui vous permet d'approfondir vos idées, vos réflexions et même de nourrir vos connaissances. Every month, on a given subject, we provide access to that extra info you need. Soyez curieux et embarquez avec nous. Be ready to go the extra mile. On est super content pour le premier épisode du Extra Mile Podcast de recevoir Vicky Léonard, qui est une femme que moi j'ai découvert sur les réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps. Un profil qui m'a beaucoup parlé de par ce que je voyais à travers les publications, les stories, puisque maintenant on est rendu avec des highlights, fait qu'on peut venir souligner justement des choses qui nous sont importantes dans nos partages et sa description. Bref, j'ai pris contact avec elle, on a échangé, il y a le volet entrepreneur qui nous rejoint toutes les deux. Puis j'ai vraiment été impressionnée par ce que j'ai vu d'elle. Je dirais que je me permets en fait une petite introduction pour vous présenter Vicky qui pourra parler d'elle, évidemment. Vicky, hein, on ne te laissera pas muette. Elle dérive d'une famille d'entrepreneurs à la base, OK? Mais le volet entrepreneur qu'elle connaissait de sa famille, c'est pas nécessairement ce qui la rejoignait. Elle a trouvé sa voie, oui, comme entrepreneur à son tour, mais animée par l'aide qu'elle peut offrir autour d'elle, amener chaque humain, en fait, qu'elle croise sur son chemin à s'écouter, se faire confiance, s'aimer et se reconnaître, tout en s'honorant, tout en vivant dans le moment présent. Aujourd'hui, elle porte fièrement les titres d'hypnothérapeute et coach certifié en programmation neurolinguistique, là, souvent connu sous PNL. Dans sa bio IG, on peut lire, entre autres, déprogramme ton cerveau et tes blocages et assume-toi. Ce qui amène justement à, vous l'avez sûrement lu dans le titre du podcast aujourd'hui, la conscience de soi. Et puis, vous pouvez la suivre là, sur Instagram, @VickyIE, barre en bas, Léonard, barre en bas, Libertas, et sur son site web aussi, libertasvickyléonard.com, où est-ce qu'elle va partager ses différents programmes, son offre de services. Puis, je le répète, j'ai vu ça sur ton site web, Vicky, j'ai beaucoup aimé offrir une porte sur ton monde intérieur, découvrir le type énergétique que tu es, ta stratégie, ton autorité, l'énergie que tu portes en toi, comment tu interagis avec le monde qui t'entoure. C'est ça que je trouve intéressant de la conscience de soi. Puis Marie-Philippe et moi, on va en parler aussi avec Vicky. C'est à quel point ça peut nous aider à mieux interagir avec les gens autour de nous, mieux se comprendre, mais mieux comprendre aussi les relations qu'on peut avoir avec autrui. Donc voilà. Puis à côté de tout ça, c'est comme si c'était pas assez. Elle a aussi son propre podcast, Juste assez, disponible sur Spotify, entre autres. Puis évidemment, les mamans aussi à côté de tout ça. Une femme finalement que je dirais engagée, bienveillante, qui combine famille, spiritualité et business. Donc, merci beaucoup, Vicky, honnêtement, là, de prendre le temps d'enregistrer cet épisode-là avec nous aujourd'hui. Merci à vous vraiment beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait tout chaud au cœur de m'avoir fait décrire comme ça. Hein? C'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose d'être vu, retenu, entendu. Merci de l'invitation. C'est un sujet qui me passionne, puis c'est une de mes grandes quêtes dans la vie que chaque femme, et aussi les hommes, et aussi les enfants, et dans le monde du travail, que ce soit de plus en plus implanté parce que c'est important qu'on en prenne conscience qu'on est un humain à part entière, qu'on est des êtres émotionnels, puis que des fois, mais quand on se sent différent face aux autres, ben, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le même feeling, la même façon de faire et de s'autoriser à faire notre façon de faire à nous. Mm-hmm. Ça, ben, il y a beaucoup de conditionnements qui sont faits par rapport à ça. Donc, quand tu me parles de la conscience de soi, c'est de dire, OK, mais est-ce que je suis prête, moi, à assumer ma façon de faire qui est vraiment pas pareil comme mon voisin, ma voisine qui a réussi. Puis de m'autoriser à me dire, ben, je le fais, puis je veux que ça m'apporte le succès que j'ai envie d'atteindre. Hey, je suis tellement excitée, Vicky. Ben, merci beaucoup, comme Elsa l'a dit, là, d'être avec nous aujourd'hui. Puis juste avant qu'on commence à parler un peu plus là, de ce que tu fais concrètement avec tes clientes et tes clients, on voulait prendre le temps de définir, de regarder l'étymologie, je dirais, des trois grandes lignes directrices qu'on va aborder aujourd'hui. C'est très correct là, si vous nous écoutez et vous n'avez aucune idée de quoi on parle. On est là pour ça. Donc, je vais définir là, brièvement le pleine conscience, hypnose et programmation neurolinguistique. Mais encore une fois, Vicky va nous aider là, à concrètement comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par ces trois mots-là. Donc, pleine conscience en psychologie, on définit ça comme la fonction de synthèse qui permet à un sujet d'analyser son expérience actuelle en fonction de la structure de sa personnalité et de se projeter dans l'avenir. Ouais, là, Vicky, elle regarde, oh mon Dieu, c'est ça. Fait que quand on va lire là, la définition de pleine conscience, c'est tellement abstrait, puis c'est justement pour ça qu'on fait cet épisode-là. Ça veut dire quoi, ça?
Après ça, hypnose, c'est un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil provoqué par la suggestion. Donc, encore une fois, Vicky va nous aider à comprendre comment on arrive à un état d'hypnose et à quoi ça sert surtout. Et finalement, programmation neurolinguistique. Donc, neurolinguistique, c'est vraiment une branche de la neuropsychologie qui traite des rapports entre le langage et la structure cérébrale. Vicky, qu'est-ce que tu penses de ces 3 définitions-là? Parouette, hein, pleine conscience, tu m'as perdu à un moment donné. On va y aller hyper simple, là. Quand tu fais couler l'eau du robinet pour te laver les mains, là, tu le mets à chaud, tu mets les mains en dessous, ça brûle. Tu le sens que ça brûle sur tes mains. Tu as la conscience de dire c'est trop chaud. Tu le mets à froid quand tu as les mains chaudes. Tu as la conscience de dire que c'est froid, mais là, ça va être tiède. La pleine conscience, là, c'est d'être pleinement en conscience avec toi. De dire, bon, mais actuellement, les filles, là, vous êtes ici, mais vous entendez les bruits alentours. Peut-être que vous entendez mon chien qui soupire. C'est d'ouvrir ses sens et de non pas être constamment dans sa tête. Quand on parle des sens, on parle du corps, de revenir dans ton corps. Tu digères, des fois ton ventre il fait des bruits, bon, ben tu t'avales, tu es là, tu prends un crayon, tu tournes ta bague. La conscience de voir, de ressentir, d'être pleinement dans ton corps. On va parler aussi beaucoup de manger en pleine conscience. On en parle de plus en plus. Tellement. Courant. Il y a la culture des régimes que, tu sais, ça vient faire un gros débat et tout. De manger en pleine conscience, c'est prendre conscience que quand tu mets de la nourriture dans ta bouche, chaque partie de ton palais, ta langue, en dessous de ta langue, tes joues, n'ont pas la même, ont pas les mêmes, je vais appeler ça des sensors, OK? Mhm. Pas les mêmes sensors, donc n'ont pas la même fonction, ne vont pas provoquer les mêmes sensations, les mêmes goûts, les mêmes saveurs. Quand Et tu manges puis, en pleine conscience, vas-y. ben, juste rajouter quelque chose de cocasse, là. Des fois, j'ai fait l'exercice. Tu sais, des fois, on prend le temps, on mange, on écoute une émission de télé. Puis là, on se rend compte, mon Dieu, j'ai déjà fini mon assiette, Oh my versus God. manger Mm. sans lire ou regarder son téléphone ou regarder la télé. Puis après, comme la moitié de ton assiette, sais-tu quoi, j'ai même plus faim. Je pense que je vais prendre une pause. Puis là, tu continues ton assiette 15 minutes après, mais c'est fou, le sentiment de satiété, comment manger en pleine conscience, ça aide vraiment avec ça. Je suis tellement contente qu'on en parle parce que j'ai besoin de faire ça. Je me disais justement cette semaine, j'ai besoin d'appliquer des stratégies pour la pleine conscience quand je mange parce qu'on a tendance à trouver ça plate de ne pas avoir de divertissement aujourd'hui quand on va à la salle de bain. Là, pas besoin de pleine conscience là, peut-être, là, mais au moins en mangeant, tu sais. Mais oui, vraiment. Fait que je suis tellement curieuse de juste prendre tout ce que tu vas nous donner comme information aujourd'hui, de m'abreuver là-dedans, juste pour défiler un petit peu sur ce qu'on disait. Là, je trouve que c'est intéressant, oui. Oui. Je ne veux pas faire un parallèle, mais je veux faire pareil parce que c'est là. Tu sais, quand on parle, je fais une petite parenthèse, quand on parle de satiété, là, on vient d'une culture où est-ce que mange ton assiette, tu fais un dessert. Termine ton assiette, tu fais un dessert. Oublie-le, ton sentiment de satiété. On ne veut même pas savoir t'en es rendu où parce que de toute façon, tu fais un dessert. Termine ton assiette, puis après ça, même si tu fais, mange ton dessert. C'est tellement vrai. C'est d'aller défaire ces programmations-là. Puis, tu sais, j'ai des clients qui vont me dire, ben, moi, je termine mon assiette parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas. On l'a tous entendu, ça. Oui, c'est sûr. Que tu termines ton assiette ou que tu ne termines pas, tu ne vas pas nourrir les gens que tu es restant. Fait que, je fais la parenthèse, mais c'est là où est-ce que les programmations viennent en jeu, puis que des fois, même si tu veux manger en pleine conscience, ben, tu as des petits flashbacks qui te reviennent, puis que c'est difficile. C'est des croyances qui sont très bien ancrées. Donc, même si tu forces de manger en pleine conscience, ça ne développera pas ton sentiment de satiété. Il faut que tu enlèves tes croyances avant. Je fais ma parenthèse. Ah non, mais c'est tellement intéressant. Puis écoute, là, justement, pour essayer de rendre ça plus concret, toutes ces définitions-là, ces termes-là, Elsa et moi, on s'est prêté à un petit jeu. Je pense que ça va être assez drôle, mais on a fait les deux tests de personnalité. Puis là, bon, c'est très subjectif, hein, faire des tests de personnalité. Vraiment. C'est libre à soi. Puis Vicky aussi, tu pourras nous donner ton point de vue là-dessus, mais ça peut être un peu, justement, là, tu fais un test, puis tu essaies de voir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas de cette définition-là, puis tu te l'appropries ou non, tu sais. Bref, on a fait 2 tests. On a fait l'énéagramme et le 16 personnalités qu'on dit aussi en anglais le 16 personalities.
Fait que je propose que, Elsa, veux-tu présenter tes Oh résultats, oui! puis j'irai après? Je peux bien présenter mes résultats, puis je tiens juste à dire que le 16 Personalities Test, lui, il est gratuit, là, en fait, en ligne. Là. Vous répondez à une série de questions, vous trouvez, en fait, le fit là, du type de personnalité que vous avez, puis ça va vous décrire au niveau carrière, relations, vos forces, vos faiblesses. Fait que c'est assez intéressant, encore une fois, en est-il qu'il faut que ça soit un fit avec vous. Moi, j'avais l'impression que le 16 Personalities Test, c'était carrément un fit. Cependant, pour l'énéagramme, Marc-Philippe l'a pas dit, mais c'est de voir ta personnalité à travers 9 types plutôt que 16. Là. C'est sûr que tu peux avoir un chiffre là, qui te ressemble davantage puis avoir tendance à avoir comme une ascension vers d'autres types de chiffres. Moi, je l'ai fait 2 fois, ce test-là, parce que le premier résultat que j'ai eu, je ne l'ai pas aimé. Là. Ça ne me ressemblait pas du tout. C'est pas parce que je voulais le changer, mais c'est parce que j'avais déjà fait ce test-là auparavant puis j'avais eu un résultat complètement différent qui m'avait parlé. Fait que bon, je cesse et je pars dans le jeu. Alors, ce que je disais là, c'est que pour le 16 personnalités, moi, j'ai obtenu la personnalité protagoniste turbulente. Pas que je suis turbulente puis que je brise tout, là. Turbulent a vraiment un autre sens. Mais en fait, ça dit que je suis du type chaleureux, direct, qui aime aider les autres et qui a une énergie super créative pour atteindre ses objectifs. J'ai beaucoup aimé ça. En fait, je vais peut-être faire le petit tour là, de ce test-là, ce qui permet de voir c'est tes traits de personnalité les plus forts. Puis ensuite, il fait une petite descriptive de toi. Puis j'ai trouvé quand même que, oui, c'est sûr qu'il y a des petites choses que je pense qu'on prend et on laisse. Mais en somme, ça me ressemblait beaucoup. Donc, ça dit, c'est une personne qui est appelée à servir un grand objectif dans la vie, qui veut s'efforcer d'avoir un impact positif sur les autres, dans le monde qui les entoure, qui se retrouve parmi, d'ailleurs, des nombreux politiciens, entraîneurs, enseignants nobles, parce que ce sont des leaders nés. Donc, vraiment des personnes qui ne sont pas leaders dans le but de manipuler ou quoi que ce soit, mais ça se fait vraiment à travers une intention qui est pure. Et donc, leur plus grand sentiment de joie, c'est l'épanouissement des autres, des gens qu'ils peuvent aider à guider. Pour redevenir le meilleur d'eux-mêmes. Et là-dedans, les valeurs les plus importantes pour ces personnes-là, puis Marie-Philippe, lors du premier épisode qu'on avait fait pour s'introduire en tant qu'animatrice, elle a nommé mes valeurs qui sont grandes, dont l'authenticité, puis aussi l'altruisme, d'aider son prochain. Mais de faire attention, par contre, ça, j'ai trouvé ça intéressant, d'aider son prochain. Attention de ne pas le faire au détriment de soi, de son énergie, parce que moi, ce qui arrive, c'est que souvent, on va me définir comme étant la psychologue du groupe, les gens viennent vers moi pour des avis ou conseils, mais j'ai tendance à m'épuiser puis à avoir plus aucune source d'énergie pour moi par la suite. Donc, ça, il en parlait, j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être quelques autres points avant de passer au dernier. Il soulignait en tout cas là, quelques points de ma personnalité dans mes forces, le fait que je suis charismatique, une personne qui est passionnée, qui est fiable. Ils définissent tout ça, évidemment. Je n'ai pas envie de passer ça en revue. Mais encore aussi les défauts, là, le fait d'être trop empathique, là, ça justement, je viens de l'effleurer un petit peu. Fait que j'ai trouvé celui-là, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça pourrait m'aider là, lorsqu'on disait là, que ça peut effleurer un petit peu l'idée de la carrière, les relations, là, comment avoir une meilleure conscience de soi puis de l'appliquer dans son quotidien. Encore là, tu sais, je pense que la conscience de soi provient d'abord et avant tout d'une volonté de travailler sur soi, mais après ça, peut-être d'aller chercher l'accompagnement un peu comme Vicky peut offrir là, pour pousser un petit peu plus loin avec quelqu'un qui a vraiment l'expertise dans le domaine, là, plutôt que juste Internet qui offre une base. Pour l'énéagramme, j'ai le type 8. Je ne parlerai pas du type 3 que j'ai eu au départ. Comme je vous disais, c'est le type qui dit ambitieux. Oui, je suis ambitieuse, mais je trouvais qu'il versait un petit peu vers comment je pourrais dire, l'intensité là, de l'ambition, là, c'est-à-dire au détriment d'autrui, puis de vraiment tomber dans un volet plus narcissique. Donc, celui-là, en fait, le type 8, c'est en anglais là, une personne qui est très confiante, qui est forte, qui s'assume, une personne aussi qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui est décidée dans ce qu'elle fait et qui a tendance aussi à avoir un très bon leadership. Puis, ses motivations principales, là, c'est d'être indépendant, de prouver aussi leur force, de résister à toute faiblesse. C'est des personnes qui ont beaucoup de difficultés à être vulnérables, qui vont en fait cacher leurs émotions pour dominer sur leur environnement, puis dominer au sens large. Là, on ne parle pas juste d'une soif de contrôle sur les gens, mais vraiment d'avoir un contrôle sur sa vie pour ne pas tomber justement dans l'émotivité. Donc ça, je peux confirmer que je le ressens à 110%. Puis au meilleur d'eux-mêmes, ce sont des personnes là, qui vont vraiment là, avoir un grand cœur, qui vont aider les autres. Là, la capacité d'altruisme là, revient un petit peu dans ce qu'on avait vu dans
dans le test précédent. Donc, en anglais, on me qualifie d'un challenger selon le type 8, une personne charismatique, puis qui est capable de persuader les autres là, à travers là, son habileté de communication, mais qui a toujours envie là, d'emmener les choses à un meilleur état qu'elles le sont. Fait que, tu sais, je ne veux pas passer en revue trop, encore une fois, ce test-là. Peut-être que ça résonne avec vous, peut-être que ça pique votre curiosité, mais moi, je suis surtout curieuse de savoir, Vicky, d'abord et avant tout, est-ce que toi, les tests de personnalité, tu en as déjà fait? Ce que tu en penses avant de tomber dans les résultats de Marie-Philippe un peu? Tu vois, moi, là, j'adore ça, les tests de personnalité. Je trouve ça tellement le fun. Sauf que, comme tu as fait le premier test avec l'énéagramme, tu as tes questions, puis dès que tu changes une réponse, il y a un autre résultat. Mm. Tu peux en faire plein de tests de personnalité, comme tu peux faire, je veux dire, tu peux lire des livres puis dire, OK, c'est moi, ça me représente, go, j'y vais. Je pense que chaque femme, à l'intérieur de soi, a ce désir de vouloir plus, a ce désir de contribuer plus. Même ceux qui veulent jouer petite dans l'ombre parce qu'ils ont peur d'avoir trop de responsabilités, qui ont de la misère à supporter la pression, ils ont envie aussi de réaliser leurs rêves, d'être vus, d'être reconnus, d'être entendus. C'est la base. Comme un enfant. Être vu, entendu, reconnu. Si tu ne l'écoutes pas, l'enfant se va confier, il va te crier. Oui. Ah! Oui, les crises tantriques là, dans les épiceries. Oui, c'est ça, jusqu'à temps que quelqu'un dise que. Jusqu'à temps que quelqu'un réponde pas à son besoin. Puis rendu là, ben, tu sais, ça se laisse dégrader. Là. Il y a eu tellement d'expériences, bref, on rentre pas là-dedans, c'est morbide. Mais reste que ça. Chaque humain mérite d'être entendu, reconnu et vu. Donc, les tests de personnalité sont géniaux quand tu sens que tu vas mettre en action quelque chose. Quand tu sens que ce que tu prends, exemple comme tantôt tu parlais, que tu peux jouer un peu à la sauveuse, être la sauveuse du groupe, tu sais, dans le test de personnalité. Mais si ça, tu le sens, comment est-ce que tu vas mettre en action les comportements, te mettre en action toi pour ne pas jouer la sauveuse, tu sais? Ça va être quoi le moment que tu vas dire, OK, ben j'ai une conscience de dire là, si je continue, je vais faire la job à sa place. Moi, je ne vais pas sauver sa job, là. Je veux dire, j'ai ma vie, ma job. Je vais dire non, ça t'appartient, ça m'appartient. Je peux t'écouter, je peux t'entendre, je peux te reconnaître, mais je ne vais pas faire ta job à ta place. Mais c'est intéressant parce que ça permet de voir un peu nos forces, nos faiblesses, voir si on se reconnaît là-dedans, puis après ça, d'appliquer un travail. Mais je suis curieuse, Marie-Philippe, oui. Ben oui, juste avant que je partage mes résultats, moi j'allais dire, c'est drôle parce que ça fait longtemps que je m'intéresse aux tests de personnalité, aux cartes de tarot, tu sais, à tout cet univers-là de connaissance de soi. Puis j'ai souvent réalisé que j'en faisais beaucoup de ces affaires-là quand j'étais dans un moment plus instable ou plus fragile de mon développement personnel. Puis c'est juste récemment que j'ai réalisé, dans le fond, là, il faut vraiment voir ça comme des outils, tu sais, puis il faut pas voir ça comme la vérité absolue, parce que dépendamment de où tu es dans ton cheminement ou de comment tu te sens, tu vas voir ce que tu veux voir. Et c'est vrai. Ouais, fait que, donc, bref, là j'ai refait les 16 personalities, ça m'avait donné exactement ce que j'avais eu il y a quelques années. Puis, Enneagramme, vraiment, c'est pas du tout moi, ou du moins, je l'espère pas, mais je vais partager brièvement. Donc, les 16 personnalités, j'ai eu le type INFJ, moi, c'est comme ça qu'on me l'a décrit. On l'appelle aussi avocat. Au début, j'ai vu le mot avocat, je me suis dit, mon Dieu, je suis pas une avocate, qu'est-ce qui se passe? Mais, mais finalement, c'est quelqu'un qui a un sens de la morale, détermination. Quelqu'un qui est un rêveur, mais quand même capable de prendre des mesures concrètes pour réaliser les buts et laisser un impact qui est durablement positif. C'est des gens créatifs qui ont une imagination forte, qui ont des convictions, mais tout de même une sensibilité, qui sont proches de leurs émotions, puis qui peuvent faire un partage égal entre les faits et les choses plus sensibles de nature émotive. C'est des gens qui ont une langue chaleureuse et sensible. Là. Je ne suis pas sûre qu'est-ce qu'il veut dire. Voilà, c'est ça. Donc, bref, ça je m'y reconnaissais beaucoup. Brièvement, je ne rentrerai pas dans les détails. Elle sait quand même bien décrit à quoi ça sert les 16 personnalités. Mais au niveau Ennéagramme, là, vraiment, moi, en tout cas, j'espère que je ne suis pas de même encore une fois, c'était le type 3.
Puis ça parlait beaucoup de quelqu'un qui était ambitieux, qui avait un C'est côté ça. travailleur efficace, quelqu'un qui aime ça avoir des objectifs, mais ça parlait tous d'un volet de narcissisme, des gens qui ne sont pas capables d'être proches de leurs émotions, d'être connectés au monde émotif, qui ne sont pas sensibles, qui focusent juste sur accomplir des buts. Puis, oui, je suis quelqu'un d'ambitieuse, mais je me vois pas du tout comme quelqu'un qui est complètement dans les faits, puis complètement dans l'ambition, puis dans la recherche du pouvoir. Puis, justement, ça m'amène à Vicky. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait genre 2, 3 tests, qu'on a des résultats, un qui nous parle, un qui ne nous parle pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit comme information? Comment on fait sa thèse, puis comment qu'on apprend à se connaître avec ces tests-là si on a des résultats différents? Ah, puis j'ajouterais peut-être comment est-ce qu'on vient qu'à te contacter justement pour aller chercher justement une expertise Oui, dans tout ça. parce que ça, c'est pas des experts, c'est l'Internet. Mhm. Tu sais, quand tu as lu le test de personnalité des 16 personnalités, ça vient confirmer un peu ce que tu sais déjà de toi. Déjà, Exact. là, c'est un oui. Tu es déterminé, tu vas aller au bout de tes objectifs, mais tu ne vas pas tomber dans le fond, dans d'être narcissique, puis de laisser tomber les autres, faire comme moi, j'ai un chemin que tu tasses, sinon je te passe dessus. Tu sais déjà, toi. Tu sais. Donc, j'ai envie de te dire, jette l'autre à la poubelle. Tu n'as pas besoin d'un test de personnalité pour confirmer qu'est-ce que tu es. Au contraire, tu as besoin d'un test de personnalité pour confirmer ce que tu ne veux pas être. C'est tellement Bien intéressant. dit. Quand tu manques de confiance en toi pour mettre à coucher dans un projet, là, mettre à terme un projet, là, faire ton test de personnalité pour le fun parce que tu te dis, hey, j'ai besoin d'un peu de motivation, j'ai besoin de me faire reconnaître, d'entendre que je suis capable d'être déterminée. Que là, actuellement, je manque de constance, puis je m'auto-sabote parce que j'ai tellement peur de réussir et d'être vue que faire le test de personnalité, si ça t'aide, fais-le. Ça va te donner le petit boost de dire, hey, gars, même l'ordi, même Internet m'a dit que c'est vrai que je suis capable. Vas-y. Mais Vicky, j'imagine quand tu as des nouveaux clients qui t'approchent puis qui disent ah, moi, j'ai fait un tel test, j'ai fait telle affaire, puis là, ça me dit que je suis de même. Comment tu débutes un processus avec des nouveaux C'est clients? bon. Tu sais, quelqu'un qui arrive avec une conception de l'hypnose, une conception ou une idée de ce que toi tu offres, comment tu recommences à zéro puis tu reprogrammes un peu ce que veut dire conscience de soi? Je trouve ça super intéressant ta question. Comme tu vois, j'ai une approche tellement différente. Tu sais, moi, je n'ai pas une vérité en soi. Au contraire, je pense que justement, la vérité mérite d'être questionnée, comme la science mérite d'être questionnée. C'est ce qu'on fait avec la science. On re-questionne des faits constamment. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des médicaments qu'on prescrivait X années, puis maintenant, on fait comme ah, Pauline, que c'était pas la bonne affaire. Tu sais. Mais avant, ça, on était sûr que c'est la bonne affaire, qu'on avait sauvé tout le monde. Maintenant, on est comme finalement, une petite fête, tu sais. Donc, dans mon univers, il n'y en a pas de vérité. Il y a la vérité que tu as envie de croire. Quand j'ai des gens qui arrivent et qui me disent, j'ai jamais fait d'hypnose, mais ils viennent me voir pareil. Donc, déjà là, ils ont un petit questionnement. Ils sont rendus à dire, j'ai essayé plein de choses. J'ai mis en place plein de choses. Je sais où je vais aller, mais il me manque quelque chose, je ne sais pas comment. Le comment, il n'est jamais dans le concret, dans le matériel. Il n'est jamais de dire, je prends ton auto, je m'en vais à une destination. Non, je ne suis pas capable de sortir de chez moi pour mettre mes pieds dans mon auto puis partir mon auto. T'sais. Mais ça, c'est tellement pas concret. Puis quand on est habitué de réfléchir avec notre tête, on oublie que notre corps nous parle. Donc, c'est pas que on repart d'une page blanche. Au contraire, je repars avec une page en disant, OK, toi, là, qu'est-ce que tu aimes de toi? Qu'est-ce que tu sais que tu ne perdras jamais? Tu es déterminé, tu es ambitieuse, tu es capable de mettre à terme tes objectifs. Jamais tu vas perdre ça. Tu es bienveillante. Arrête d'avoir peur d'être méchante quand tu vas dire tes affaires aux gens que tu sais qui t'aiment. Tu es honnête envers toi-même. Tu le sais que tu es honnête envers toi-même. Qu'est-ce qui fait en sorte que là, tu fais un petit peu déni au travers de tout ça? D'un coup que le monde me juge. D'un coup que ci, d'un coup que ça. Donc, on ne repart pas à zéro, mais on part avec ce qui est utile pour toi. Donc, si les tests de personnalité, ça fonctionne, si les exemples, les tâches quotidiennes que tu fais ou la routine matinale que tu as qui est déjà aidante, déconstruis-la pas.
c'est parfait, tu sais, arrive avec ce que tu sais déjà. Le cerveau, ce qui est vraiment magnifique avec, c'est qu'il est capable de créer au-delà du présent. Tu es capable de te projeter dans le futur puis de dire, hey les filles, vous allez être où dans 5 ans avec votre podcast? Il va être où le podcast? On le sait bien pas. Ah, on le sait, MP, on le sait. C'est une plaque. On espère, en tout cas, savoir où ça s'en va. Mais plus tu es capable dans ton cerveau de créer cette représentation-là de toi, où est-ce qu'il est podcast numéro 1, puis après ça, tu es capable de me dire, ben, je vais me sentir comme ça, je vais être fière, je vais être contente, je vais être déterminée. Générer de l'émotion. Exactement, parce que chaque émotion est associée à un événement. Donc, on part de là. On part de la projection mentale que tu as faite de toi, qui a déjà atteint son objectif. That's it. Ça ne part pas d'un test de personnalité, ça ne part pas de ce que Madame Laurent t'a dit il y a 2 semaines. Là. Ça ne part pas de ce que tes parents t'ont dit que tu devais faire pour réussir dans la vie. Ça ne part pas de ce que la personne qui fait la même chose que toi, qui a atteint la vie que toi tu as envie d'être, t'a dit de faire pour réussir. J'aime tellement ça parce qu'en même temps, on dit une projection. Ce qui est vraiment différent entre nous et l'animal, c'est la projection future, l'anticipation qu'on est capable d'avoir, qui peut être un couteau à double tranchant. Autant pour nous projeter dans une émotivité qui est positive, nous donner déjà l'impression d'avoir gagné alors qu'on n'est même pas là, puis de vraiment booster notre motivation, tout ça, d'éveiller, d'avoir une fréquence énergétique beaucoup plus haute, comme elle peut l'emmener à la baisse si on se met à anticiper, à stresser, à voir le pire de chaque scénario. Mais je trouve ça intéressant, si je te posais la question, qu'est-ce que la thérapie par l'hypnose? OK? Revenons aux bases. À qui est-ce que ça s'adresse? Parce qu'on va le dire, il y a des personnes qui sont sceptiques, au même titre qu'il y a des personnes qui sont sceptiques de la spiritualité, ils ont besoin de fait tout le temps. Mais en même temps, c'est bon de verser un petit peu dans la spiritualité, un peu dans l'inconnu, l'inconscient un petit peu. Fait que oui, parle-nous de ça. Mm-hmm. À vrai dire, on s'entend que c'est pas comme Mesmer, ça n'a rien à voir. Ben voici, moi je pensais ça au début, je te disais, peut-être me jeter un sort pour qu'il m'aime encore. Non, c'est pas vrai. C'est bon de préciser ça parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui pensent l'hypnose, oh mon Dieu, genre la personne va contrôler ma vie. Alors ça, je me rappellerai plus de mon nom, tu sais. Ah, elle va pas réussir à me faire tomber, elle, tu sais, ouais. Du tout. Puis tu l'as super bien dit, c'est une thérapie, ça part de soi, c'est un engagement de soi. Moi, là, j'ai pas accès à ton cerveau. Au contraire, c'est des suggestions. Donc, à la base, un bon hypnothérapeute, ce qu'il va faire, c'est déjà là mettre un peu comme créer ses balises. Donc, je vous dis, tu vas transférer les mots pour que ça soit aidant pour toi, pour que tu réussisses à atteindre ton objectif. Déjà là, tu n'as pas besoin de dire, ah, mais là, si elle dit ça, je sais que je vais avoir peur, ou si elle dit ça, elle va prendre le contour de mon cerveau, si elle dit ça, elle va lire dans les pensées, si elle dit ça, je vais rester poignée dans cet état-là. Non, au contraire, tu es maître de ton corps à 100%, au même titre que quand tu dors. La différence, c'est entre le sommeil et l'éveil, quand on parle beaucoup, là, l'exemple que je donne le plus souvent, c'est soit avec des mamans où est-ce qu'il y a un enfant qui est couché à la maison, qui dort, puis là, toi, tu es couché, tu dors, tu baves sur ton oreiller, d'un coup, le petit se réveille, mais tu l'entends. Tu dormais, là, mais tu l'entends, tu te réveilles. Parce que le son que tu avais besoin d'entendre, tu l'as entendu, puis ça te fait revenir en pleine conscience. Tu as des animaux, finalement, tu entends un cri, le chat fait tomber quelque chose, puis tu étais tout seul à la maison. C'est pas normal. Tu te réveilles, tu sors de ton sommeil. C'est la même chose. T'sais. Pour avoir accès à cet inconscient-là, à vrai dire, c'est qu'on oublie que ce qu'on fait en pleine conscience, c'est un infime pourcentage de ce qu'on fait inconsciemment. Tes cheveux continuent de pousser sans même que tu aies appuyé sur le bouton le matin pour qu'ils poussent. Ton cœur bat à tous les jours. T'sais. Je ne sais pas si c'est avec vous, j'avais dit ça la dernière fois qu'on s'est vu, mais si tu avais la responsabilité de respirer et de le faire à toutes les secondes, ça ferait longtemps qu'il y en a un méchant gang qui aurait abandonné. Hey, ça serait de la job. Surtout quand t'es congestionné, hein? Pire job. Mais c'est drôle parce qu'à chaque fois que Vicky vient de dire le mot respirer, quand j'écoute une émission, quelqu'un dit breathe. À chaque fois que quelqu'un dit, là, c'est tout soudainement, je prends une grosse respiration. Je suis comme, hey, c'est vrai, je respire. Oui,
Oh mon Dieu! Mm. Ça se fait tout inconsciemment. Tu sais, les filles, ton cycle hormonal, les hormones de la bonne humeur, le sébum que tu fais, je veux dire, tu digères. Mm. Tu digères. C'est déjà là, tu sais, c'est comme C'est une grosse partie de une pourquoi on grosse est en partie. vie, là. Méchante machine, pareil, le corps. Oui, c'est ça. Mais si ces choses-là sont faites naturellement, tu sais, quelqu'un qui est un peu sceptique face à l'hypnose, comment, toi, en tant que coach et Oui. accompagnatrice là-dedans, tu arrives à aider cette personne-là à rentrer en état d'hypnose? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à ça? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de 2, 3, 4 séances Ouais. avant d'arriver à l'état d'hypnose? Mhm. Ah, c'est une super bonne question, à vrai dire. Dans ma pratique, ça fait 4 ans et demi que je fais ça. J'ai même personne qui n'est pas arrivée à rentrer dans une séance d'hypnose. Tu sais, honnêtement, l'hypnose, tu peux faire ça en conversationnel. Donc, quand vous êtes assis et que vous fixez le mur, là, vous êtes là, vous êtes présent, mais vous n'avez pas conscience de tout ce qui se passe. Donc, votre inconscient est beaucoup plus présent que votre conscience. Donc, Mm. vous êtes en état d'éveil, c'est juste que consciemment, vous êtes en deux. Quand tu conduis ton auto, puis que finalement, le temps passe tellement vite. Sous hypnose, le temps passe hyper rapidement. Tu t'en vas, exemple, Montréal-Québec, à place de prendre 3 heures, tu as l'impression, je ne sais même pas comment ça prend Montréal-Québec. C'est-tu 2 heures ou 3 Oui, heures? c'est à peu près 3 heures. C'est à peu près 3 heures. Ouais. OK, parfait. Donc, 3 heures, mais tu as l'impression que ça a pris 1 heure. Ça a été tellement rapide parce que tu étais inconsciente, mais consciente. Tu étais dans un état de conscience transformé. Tu n'as pas conscience des autos que tu as dépassées. Tu n'as pas conscience des sorties que tu as faites. C'était t'étais en pleine conscience, mais c'était inconsciemment que tu conduisais. Et c'est là, Mm. vigilante. Est-ce qu'on peut dire en fait qu'on tombe dans en hypnose lorsque les stimuli, les distractions environnantes ne sont plus quelque chose auquel on pense? On est carrément concentré sur peut-être la conversation qu'on peut avoir ensemble, puis tout le reste fait shutdown complètement, un peu comme quand on est en voiture, puis qu'il y a que nous, la route et la musique potentiellement. Est-ce que c'est un peu ça, l'état d'hypnose versus l'état d'hypnose qu'on va voir à la télé ou dans des émissions là, de magie quasiment, là, de voir la personne là, carrément, les yeux fermés, là, qui se fait diriger là, de point en point? Là? Ouais. Oui. OK. Comme quand tu es dans la lune. OK. C'est différent d'état de conscience, mais c'en est un. Mhm. Les gens qui vont être dans un état de conscience, mettons une hypnose vraiment plus profonde, eux vont me dire, mais j'ai l'impression de faire des rêves éveillés. Wow. Donc, tu rêves, tu as les images, tu as les sensations, tu as les goûts, tu as les odeurs, là. Tes sens s'éveillent. Tu revis un événement comme si tu étais pleinement dedans. Et c'est là que les émotions viennent prendre tout un sens. Les gens qui sont plus sceptiques, puis là, moi, voyons, l'image que je donne, c'est comme le monsieur très sceptique avec un ego sous-dimensionné qui dit non, tu n'arriveras pas. Mais dans le fond, tu sais, je veux dire, il a déjà vécu des émotions, ce monsieur-là. Là. Il bloque, il n'y a pas personne qui a le droit de les voir, mais c'est un être émotionnel aussi. Donc, même la personne la plus sceptique au monde vit des états de conscience transformés. C'est naturel. Va aller enregistrer, encoder ces stimuli-là, ces émotions-là. Et c'est là que tout l'inconscient vient prendre son importance. Imaginez-le un peu comme une grande bibliothèque avec des livres. Puis chaque livre que tu sors, c'est une émotion avec une histoire qui raconte. La fois que tu as fêté ta fête de 16 ans, là, tu sors le livre. Tu te rappelles le goût du gâteau, tu te rappelles de l'odeur de ma tante Ginette là, qui est partie. Tu te rappelles de ça, mais ça fait des années. Mais Ouais. ton conscient a enregistré les choses. Puis quand on arrive avec des blocages, mais c'est comme il a enregistré des choses parce qu'à un moment donné de ta vie, c'était plus utile de ne pas les vivre, ça. C'était trop chargé en émotions. Puis ton cerveau, il n'a pas été capable de solutionner l'information. Il est fait comme shutdown, ça ne marche plus. Mm. C'est trop intense, là, je ne peux plus raisonner. J'ai plus assez d'outils de conscience pour dire on solutionne l'information. Ouais, J'aime vraiment ça. Vas-y. j'allais juste dire, j'ai souvent entendu là, justement des gens qui
qui ont eu des événements super traumatiques, des fois, ont besoin d'aller rechercher de l'information qu'ils ont carrément oublié, vont aller en séance d'hypnose pour aller reconnecter avec une émotion ou un moment qu'ils ont vécu, ou encore une fois, pour suppresser justement quelque chose. Donc, je pense, tu me corrigeras, Vicky, est-ce qu'on peut, par exemple, traiter des phobies en hypnose? Est-ce qu'on peut... Oui, ça se fait? OK. Maintenant, on fait des opérations cœur ouvert sous hypnose. Moi, je voulais Wow! accoucher sous hypnose en passant. J'y ai pensé. Oh, et puis Let's là, go! oui. Moi, je suis comme, OK, Vicky, on s'en reparle quand je vais te rendre là. Vu qu'on tombe quasiment vers la fin de notre épisode avec toi, écoute, j'avais envie de te poser la question maintenant par rapport à la programmation neurolinguistique. Parce que je me demande, toi, quand tu travailles, est-ce que c'est carrément deux choses à part, la personne qui demande un service d'hypnose versus la personne qui va demander un service de programmation neurolinguistique ou toi qui la dirige vers l'un des deux services? Ou est-ce que c'est vraiment un amalgame dans ton approche? Je suis sûre que vous connaissez déjà la réponse. Probablement un amalgame, je m'essaie, mais je serais curieuse alors de savoir comment est-ce qu'on distingue puisqu'on n'a pas vraiment parlé à propre... Oui, puis c'est quoi la programmation neurolinguistique? Ouais, Moi, je suis sûre que tu as des clientes ou des clients qui viennent voir, puis oui, moi, je veux faire de l'hypnose. Oh, mais tu pourrais-tu faire la PNL? Ils ne savent même pas c'est quoi, j'imagine. Là. ouais. Oui. Mon approche, elle est, tu sais, je veux dire, j'ai intégré ces informations-là, j'essaie de gérer, puis là, je les transmets. Donc, pour moi, séparer les deux, c'est comme, ça ne fait pas partie de moi. Tu le fais holistiquement. Je le fais. Je prends mon petit bonhomme, mais je ne sais pas si vous allez partager les images, mais bref, il y a un petit bonhomme ici, OK? La PNL, c'est, dans le fond, d'aller vraiment découvrir l'excellence humaine. Donc, c'est orienté vers un objectif. Mon petit bonhomme ici, c'est comme si c'était toi. Il y a des petits morceaux de casse-tête qui manquent, sont disparus à quelque part dans le passé, dans la bibliothèque. Tu te rappelles? Dans la bibliothèque inconsciente, des émotions qui étaient trop chargées. Là. Puis à un moment donné, bien, ça vient qu'on essaie de combler ces trous-là. Je ne me sens pas assez, je ne suis pas capable de mettre en priorité, je manque de confiance en moi, j'ai trop de doutes, je fais de l'anxiété. Tout ça, là, c'est des petits trous qu'on essaie de combler par ce qu'on a actuellement, conscience. Puis on se rappelle qu'on n'a pas conscience de grand-chose de ce qu'on fait. Donc, la PNL, c'est d'aller chercher des stratégies, des outils, des schémas de comportement, des croyances. Et là, croyances, je ne parle pas de Dieu, pas Dieu, Jésus. Croyances, je parle, mais moi, dans ma vie, mes parents m'ont toujours dit qu'il faut travailler dur pour réussir. Donc là, je travaille dur, je ne réussis pas, puis je suis en burn-out. Mais il faut que je travaille dur pour réussir. Ça, c'est une croyance que là, aujourd'hui, avec ton burn-out, c'est limitant. Fait qu'on va transformer la croyance à la source. Je crois pour un petit pain. Tout ce genre je crois que je ne mérite pas. Je crois que je ne mérite pas les choses. Je crois que moi, je ne mérite pas de faire X nombre de dollars par année. Je crois que je ne mérite pas d'avoir un conjoint qui m'aime parce que je n'ai jamais vu ça. C'est plein de choses comme ça. Donc, à un moment donné, la PNL, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher les morceaux de casse-tête pour les ramener à toi, à l'origine. C'est drôlement... Mais non, mais ça fait tellement du sens. Puis là, je vois un peu le lien. Donc, pour les personnes qui ont de la misère à aller chercher ces morceaux-là, ça peut être de faire de l'hypnose, j'imagine, pour connecter les deux ensemble. La PNL, c'est des techniques, c'est des outils en pleine conscience, c'est des outils avec l'inconscient. C'est vraiment d'aller chercher comme l'excellence humaine. Donc, tantôt, quand je vous ai parlé de dire c'est qui tu fais une projection future de toi dans X nombre d'années qui a réussi, qui a le bonheur, qui a le succès, qui a tout ce que toi, tu sais que tu veux avoir au fond de toi, qui a réalisé ses rêves. Mais tu peux aller chercher tes outils de cette excellente humaine-là que tu es. Ramener ici maintenant. Tu sais, des gens qui n'ont jamais vraiment eu confiance en soi puis qui me disent, mais moi, je vais avoir confiance en moi. Tu ne vas pas chercher de la confiance en soi dans le passé, là. Avec les années d'intimidation puis les traumatismes, il n'y en a pas, là. Ouais. T'attaches à la tête de la culpabilité puis de la honte. Donc, c'est dramatique, mais il reste que c'est des choses qui arrivent. On va aller les chercher dans le futur ou on va aller les chercher avec des modèles. Tout le monde est capable de reconnaître quelqu'un qui a confiance en soi. Oui, 100%. Puis, Vicky, qu'est-ce que tu dirais, là, pour terminer là-dessus, peut-être, là, à quelqu'un qui est intéressé, qui écoute ce podcast-là ou que tu as découvert sur Instagram, qui aimerait entamer un processus là, de développement personnel, de connaissance de soi? Qu'est-ce qu'ils ont à savoir à propos de toi ou de tes services? J'ai envie de dire que la première chose à faire, c'est de prendre un engagement avec soi-même.
sais, moi, je suis là, je les accompagne, mais même si je donne tous les outils du monde, puis toutes les techniques du monde, puis que je suis là, puis je suis disponible, puis je réponds à tout, si toi, tu n'es pas prête, tu n'avanceras pas, tu sais. Fait qu'en premier, c'est de faire l'engagement avec toi-même. Puis après ça, ben, viens me dire que tu as pris l'engagement avec toi-même, puis on va go all in, tu sais. Fait que c'est pas mal, Ah! je dirais. Tellement le Ben, fun. Je suis vraiment contente qu'on ait eu accès à toute cette information-là. Moi, je te l'ai déjà dit, tu as une voix qui m'apaise énormément. Je- tellement. J'ai aucun doute qu'une séance d'hypnose avec moi, je serais hyper réceptive. J'aurais pas de difficulté à tomber justement dans le côté, justement, j'ai parlé dans mon test de personnalité, d'émotivité renflouée, une genre de personne justement qui démontre beaucoup de force, qui met de l'avant tout ça bon, pour éviter de tomber dans sa vulnérabilité. Peut-être, je pense, Marie-Philippe, on avait quelques questions de l'auditoire, faire un petit blitz, si on peut couvrir ça en 5 minutes avant de se laisser. Est-ce que tu penses que ça serait pertinent à ce point-ci? Ben, je pense que oui, mais on en a quand même couvert beaucoup, Ah, là. super, OK. Je pense que la seule affaire que je verrais, là, on a couvert un peu ça, c'est quand tu es sceptique face à l'hypnose, est-ce qu'il y a des Ouais. techniques ou des choses que quelqu'un peut faire en préparation à une séance d'hypnose pour aider avec le scepticisme? Moi, j'aime ça quand les gens se préparent à une séance d'hypnose parce qu'honnêtement, Ça commence mal! Moi, Je niaise! à n'importe quelle rencontre, t'as beau te préparer à rencontrer quelqu'un dans un cadre de coaching, tu sais jamais à quoi t'attendre, tu sais jamais ce qui va sortir, tu sais. Fait que même si la personne est sceptique, habituellement, c'est perdre le contrôle. La peur de perdre le contrôle, c'est très, 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 très fréquent. La peur, justement, de laisser aller ces émotions-là parce qu'on pense que les émotions, c'est une faiblesse, même si mentalement, on le sait, inconsciemment, on ne le sait pas. Donc, il n'y a pas de préparation à avoir, honnêtement. Sois honnête avec la personne qui t'accompagne puis nous dit, moi, j'ai une résistance, j'ai un blocage, j'ai peur, j'ai des doutes. Vas-y, c'est dans le moment même que ça va déconstruire. Puis honnêtement, la plus belle approche, c'est d'avoir confiance un et l'autre. Tu sais. Si tu n'as pas Ouais. confiance avec la personne qui t'accompagne, mais vas-y pas. Point. Mais j'imagine que tu fais un genre je veux dire un mot en anglais, là, un screening avec des premières rencontres pour voir si c'est un fit autant de ton côté, de leur côté. Oui, vraiment, pour moi, ça, c'est super important. Autant pour elle, qu'elle se respecte dans ce processus-là, autant pour moi que, tu sais, mon temps est important, mon énergie est importante. Tu sais, si toi, tu es là, mais tu n'es pas là, mais moi, j'ai zéro gratitude et reconnaissance. J'aime tout ça. J'aime ça faire ce que je fais. Tu sais. Fait que rendu là, je vais te référer à quelqu'un d'autre qui va pouvoir t'accompagner, puis c'est parfait. Tu sais, il y a tellement de Mhm. gens qui ont du succès dans ce qu'ils font, puis que c'est des bonnes personnes pour accompagner. Puis chaque personne va avoir un bon fit avec une personne. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis de le dire, là, souvent, j'ai des gens qui me disent, ah, tu sais, j'ai des doutes ou j'ai des craintes face au coaching, face à une thérapie. Qu'est-ce que les gens vont dire si je leur dis que j'ai une coach? Qu'est-ce que les gens vont dire si je leur dis que je suis Le jugement. Oui, c'est ça, tu sais. Moi, maintenant, là, je fais ça depuis des années, là. Je veux dire, j'y pense même plus que ça peut être un blocage tellement que je suis dans ce moule-là. Mais les premières fois, c'est stressant, c'est sûr. C'est correct, tu sais, c'est normal d'avoir le courage de dire, OK, go, je suis pas pareil, je sais que ça vaut la peine pour Mais moi. c'est stressant d'être vulnérable avec quelqu'un d'autre, mais encore plus, je pense, d'être vulnérable avec soi-même. Puis d'être capable de se regarder dans un miroir et de dire hey, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin d'avoir tel outil. Mais mon Dieu, je pense qu'on a beaucoup appris, puis c'est le fun d'avoir mis les bases là, sur l'hypnose, la programmation neurolinguistique. Je vais laisser Elsa peut-être conclure cet épisode-là. Vraiment, puis je pense qu'on peut juste dire en note finale, c'est important d'investir en soi. Merci tellement de nous avoir montré Oui. justement ces deux possibilités-là que sont l'hypnose et la programmation neurolinguistique là, pour amorcer ce changement-là ou du moins cette connaissance de soi. Je vous rappelle que vous pouvez toujours trouver Vicky sur Instagram, donc à Vicky Baramba Léonard Baramba Libertas et aussi sur son site web Libertas Vicky Léonard, tous d'un trait.com pour découvrir ses différents programmes et la contacter là, directement pour savoir ce qui vous convient le mieux. Merci encore les filles, merci Vicky, puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Vicky. Merci à vous, les filles. Bye bye.